pour nous. Bonsoir Nadezhda Koutepova, merci d'être avec nous ce soir. Soyez la bienvenue. Vous êtes réfugié politique russe. Ulysse Gosset nous accompagne. Bonsoir Ulysse, éditorialiste politique international BFM TV. Et Paul Gogo. Bonsoir Paul, consultant Russie de BFM TV, auteur de Opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass aux éditions du Rocher. Ulysse, d'abord, ces propos-là de Volodymyr Zelensky aujourd'hui constituent-ils une inflexion, et même une inflexion majeure de sa position ? Il y a effectivement un fléchissement de la part du président ukrainien parce que c'est la première fois qu'il envisage, dans un premier temps, pour, dit-il, mettre fin à la guerre chaude, c'est-à-dire pour obtenir un début de cessez-le-feu, il envisage, je dirais, de mettre entre parenthèses les territoires du Donbass qui ont été conquis par la Russie de Poutine, qui ont même été annexés, comme l'a été la Crimée en 2014. Il les met entre parenthèses à une condition, c'est que l'Alliance Atlantique, l'OTAN, donc, assure la sécurité de l'Ukraine, tout du moins de la partie qui n'a pas été envahie et qui est contrôlée actuellement par Vladimir Poutine. On va regarder ensemble une carte et je vous laisse continuer, Ulysse, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. La voici, cette carte. Tout à fait. Alors là, en orange, vous avez les territoires qui ont été occupés, qui sont donc annexés, qui sont maintenant inscrits dans la constitution de la Fédération de Russie et que Poutine ne voudra sans doute jamais rendre, sauf contraint et forcé, évidemment. Et donc, Volodymyr Zelensky dit aujourd'hui à la chaîne britannique Sky News, il va falloir négocier. On peut effectivement mettre fin au conflit d'une manière, je dirais, négociée, en assurant la sécurité de l'Ukraine s'il y a un cessez-le-feu. La préoccupation du numéro Poutine continue à grignoter. C'est de dire si on fait un premier accord avec Poutine, il va recommencer, il va revenir. Ouais. Et donc, il faut absolument que notre sécurité soit assurée. Et il ajoute, donc, ça veut dire que c'est une demande très précise qui est faite aux forces de l'OTAN, de l'Alliance, donc notamment à la France, mais surtout aux États-Unis. Il ajoute... nous négocierons plus tard par la voie diplomatique le retour des territoires occupés, c'est-à-dire le Donbass. Il remet à plus tard, si vous voulez, le retour à l'Ukraine telle qu'elle était avant l'invasion russe. Mais alors, c'est quoi ? C'est de la part du président ukrainien, du pragmatisme ? C'est le résultat, la conséquence de la pression de sa population ? Comment analysez-vous ces concessions auxquelles est prêt le président ukrainien? Mais je pense qu'aujourd'hui, le président ukrainien affronte la situation de la réalité où il ne reçoit pas d'aide et de soutien suffisant du pays qui est promis l'aider et il doit faire des pas et il est coincé. Il est coincé à travers de sa propre population qui d'un côté ne veut pas céder aucun pas de la terre ukrainienne et d'autre côté qui est cinglé, qui n'a pas de forces, pas de munitions et pas des alliés si vous voulez. Et c'est pourquoi elle doit prendre le pas stratégique. Ce n'est pas vraiment une cession, mais c'est un pas stratégique pour défendre le reste du territoire qui est toujours dans le sa pouvoir. Parce que imaginons que Poutine signe milliers de pages, mais normalement, il n'y a pas aucune garantie qu'il va apprécier ses propres signatures, ce qui est arrivé déjà avant. On va s'intéresser justement à ce que pourrait penser Poutine ou à comment il pourrait réagir. Zelensky, d'abord, qui évoque les contours d'un cessez-le-feu en appelant à une protection partielle du territoire ukrainien par l'OTAN. Comment les Ukrainiens eux-mêmes réagissent-ils aujourd'hui à ces déclarations de leur président? Écoutez ce qu'en dit notre envoyé spécial Angie Loata. Écoutez, ce plan de Volodymyr Zelensky arrive petit à petit ce samedi aux oreilles des Ukrainiens. Alors tous sont guidés évidemment par un seul et même espoir, celui d'une paix. Mais il y a une question cruciale. Qu'adviendra-t-il des territoires actuellement occupés par la Russie avec un tel plan? Y a-t-il un risque de voir le pays divisé durablement? Écoutez les réactions des personnes que nous avons pu rencontrer avec David Kouloum à Kiev. Selon moi, il faut rester unis et éviter cette solution avec une partie du pays sous protection et l'autre qui a terriblement besoin de protection. Ils seraient séparés de nous, ce n'est pas juste. Je n'ai pas entendu cette déclaration, mais même si l'OTAN nous acceptait sous sa protection, je ne suis pas sûr qu'il fasse le nécessaire pour que l'on puisse reprendre ces territoires occupés, car l'attention de l'OTAN se porterait sur autre chose à l'avenir.
Et puis bien évidemment, il y a aussi des gens dans ce pays qui ne souhaitent absolument pas entendre parler de ce type de plan. Ce sont ceux qui ont leur famille qui se situent en zone occupée actuellement par l'armée russe. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, lui, c'est quoi la protection de l'OTAN ? Ça rejoint l'idée qui a été émise il y a quelques jours maintenant d'envoyer sur place, par exemple, des soldats de l'OTAN, de plusieurs pays, qui seraient des sortes de casques bleus qui n'en porteraient pas le nom, mais qui seraient envoyés par l'Alliance pour servir de tampon, si vous voulez, entre la Russie d'un côté et l'Ukraine de l'autre. Ça veut dire peut-être aussi, ça pourrait aller, s'il y avait vraiment une volonté forte de l'OTAN, ce qui reste encore à démontrer, par une zone de non-survol, c'est-à-dire no-fly zone, vous savez, c'est-à-dire interdisant, par exemple, aux avions russes de pénétrer sur le territoire ukrainien sous la surveillance de l'OTAN. Mais il faut quand même prendre conscience du fait qu'il y a deux obstacles au plan Zelensky. Le premier, on vient de le voir, on le ressent dans les déclarations des habitants de Kiev, c'est qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui refusent tout compromis et qui disent tant qu'on n'aura pas tout récupéré, on ne peut pas signer de paix avec Poutine. Et puis deuxièmement, il faut que Poutine accepte. Or, Poutine a toujours dit pas question de voir l'OTAN sur l'Ukraine ou pas question d'être encerclé. Or là, ce que Zelensky dit, c'est on va avoir sur le territoire ukrainien une protection de l'Alliance Atlantique. Justement, comme le dit Ulysse, bonsoir Jean-Didier Revoin, on peut s'attendre au regard des positions passées du maître du Kremlin à un feu rouge, en quelque sorte, de Poutine, à ce que vient de dire son ennemi Zelensky, n'est-ce pas ? Alors oui, c'est tout à fait ça. Pour Vladimir Poutine, il est hors de question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou qu'il y ait des bases de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Alors dans ces conditions, on peut se demander, mais que cherche Vladimir Poutine directement ? Sa pensée s'articule sur un principe, c'est qu'on ne peut pas garantir la sécurité d'un État, en l'occurrence l'Ukraine, au détriment de la sécurité d'un autre État, à savoir la Russie. C'est un principe, une interprétation du droit international que fait la diplomatie russe. Dans ces conditions, la seule utilité de la proposition de Volodymyr Zelensky, c'est qu'elle pourrait amorcer un dialogue qui devrait servir dans le cadre de négociations à redéfinir, à reconstruire une sorte d'architecture de la sécurité européenne qui pourrait se faire lors d'un sommet, un équivalent de Yalta qui avait eu lieu au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans l'intervalle, il faut rétablir le dialogue, amener les parties à négocier, tout en sachant que pour le Kremlin, la solution la coréenne, c'est-à-dire un gel de la ligne de front avec les forces russes et ukrainiennes qui resteraient de part et d'autre de cette ligne, est une solution qui est absolument inenvisageable pour Moscou. Si Jean-Didier Revoin en direct de Moscou pour BFM TV, Paul Gogo, stopper la phase chaude de cette guerre, c'est l'ambition, en ces termes, de Volodymyr Zelensky. Ça peut dénoter de celle de Poutine. C'est là que le bas peut blesser. Là, dans un premier temps, Volodymyr Zelensky, en fait, il joue le jeu des Occidentaux qui, soudainement, lancent toute une séquence où on lui explique qu'il va falloir négocier, que le temps des négociations est venu. Volodymyr Zelensky voit aussi que la Russie n'est pas du tout en position de négocier. Pour l'instant, la Russie montre aucun signe, on voit aucun signal qui pourrait montrer qu'elle a envie de négocier. Sa proposition de force de l'OTAN qui protégerait le pays, on sait bien que c'est pas réalisable. On vient tous de le rappeler. La Russie ne veut pas entendre parler de l'OTAN à ses frontières aujourd'hui. Pourquoi Volodymyr Zelensky il propose ça aujourd'hui ? Parce qu'il a la mémoire de ce conflit. Et il sait que depuis 2014, on s'est déjà retrouvé dans des situations dans lesquelles le conflit apparaissait, alors il n'y avait pas un vrai cessez-le-feu, mais en tout cas il apparaissait gelé. Et qu'à chaque fois, la Russie utilisait cette espèce d'entre-deux militaire pour... En gros, il utilisait l'Ukraine comme un moyen de mettre des bâtons dans les roues de l'Occident. À chaque fois qu'il y avait des sommets internationaux qui étaient organisés, hop, il y avait un regain de tension dans le Donbass. Et le Donbass était cyniquement utilisé de cette façon-là par la Russie. Or, Volodymyr Zelensky, il sait que maintenant, c'est plus seulement une utilisation politique du Donbass que Vladimir Poutine pourrait faire, mais tout simplement continuer à grappiller du territoire, relancer des offensives de temps en temps, au moindre mécontentement de Vladimir Poutine. Et donc lui, il n'imagine pas que son pays puisse... vivre par la suite sans qu'il y ait une protection assurée par quelqu'un, et lui ne peut pas se l'assurer soi-même, et la Russie n'a pas envie d'assurer la moindre protection à l'Ukraine puisqu'elle continue à menacer l'Ukraine. Donc c'est ça la situation du président ukrainien. Antoine Arjakovski nous a rejoint, bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes historien et spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Est-ce qu'un cessez-le-feu, est-ce qu'un chemin vers la paix vous semble apparaître à la faveur des déclarations de Zelensky aujourd'hui ? C'est une proposition qu'il a depuis un bon moment. Quand il était allé aux États-Unis au mois d'octobre, il avait déjà dit, en contrepartie de la cessation du conflit et
et de la cession provisoire des régions du Donbass, il faudrait obtenir que l'Ukraine soit invitée dans l'OTAN. Donc c'est quelque chose dont il avait déjà parlé avec Trump. Sauf que mi-octobre, à cette même période, cette fois devant le Parlement ukrainien, il avait présenté son plan de victoire. Et dans cela, il excluait de céder du territoire à la Russie ou d'accepter un gel de la ligne de front. Et il estimait que le Kremlin devait perdre la guerre déclenchée en février 2022. Donc c'est quand même un changement de position. À aucun moment aujourd'hui, il ne dit qu'il accepte la perte de la Crimée. Certes, et du Donbass. Mais il dit on verra plus tard pour regagner les territoires par la voie diplomatique. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est un point qui est à mon avis très important et très sérieux. C'est ce point-là pour vous, c'est intéressant. C'est cette partie finalement de la déclaration de Zelensky qui est la plus importante pour vous? La partie qui concerne l'OTAN, absolument, celle qui concerne l'OTAN, oui. Et qui dit pourquoi c'est la partie la plus importante, c'est parce que la semaine prochaine, le 2 et le 3 décembre, à Bruxelles, il va y avoir une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, et c'est le moment où jamais, dans cette période dont tout le monde dit qu'elle est la période où il faut prendre des initiatives, où Poutine fait une escalade qui n'est jamais vue jusqu'à présent depuis le début du conflit, pour que les pays de l'OTAN fassent cette proposition à l'Ukraine d'inviter. C'est encore ce qu'a dit aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiga, en disant « Invitez-nous, on comprend bien que ça pourra pas avoir lieu pendant le conflit, cette intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais si vous nous invitez maintenant, eh bien vous enlevez le principal argument de Poutine, qui est celui que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Donc si vous faites cette invitation maintenant, le combat de Poutine est perdu. Et c'est comme ça que vous résolvez rapidement ce conflit. Or, c'est ce que veut Donald Trump. Trump a promis à ses électeurs d'arrêter que le sang ne coule et d'arrêter en 24 heures ce conflit. La façon la plus rapide pour arrêter ce conflit, c'est précisément cette stratégie de paix par la force que propose Zelensky. Nous devons travailler avec le nouveau président, affirme aussi Volodymyr Zelensky dans cette même interview à nos confrères britanniques de Sky News. Il parle du nouveau président américain qui va regagner la Maison-Blanche dans quelques semaines. Karine Houten, vous êtes justement aux États-Unis pour BFM TV. Bonsoir. Karine, rappelez-nous dans quelle mesure Trump peut trouver une issue favorable à ce qui se passe actuellement en Ukraine au regard de ce que dit aujourd'hui Zelensky. Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il n'a toujours pas réagi officiellement, mais c'est bien à lui, au président élu, que Volodymyr Zelensky s'est adressé cette nuit en présentant ce cessez-le-feu possible et ses conditions. On sait que les deux hommes ont repris contact il y a 2 mois. On sait que face à face, Donald Trump lui avait promis qu'il n'abandonnerait pas l'Ukraine, mais qu'il lui avait fait comprendre que seule la diplomatie, l'arrêt des combats étaient les voies possibles. On ne sait pas en revanche si les conditions que Volodymyr Zelensky a proposées cette nuit ont été rédigées avec l'équipe de Donald Trump. Vous savez, il y a quelques jours, le général Kellogg a été nommé comme médiateur officiellement par Donald Trump pour justement parler et conclure cette paix entre la Russie et l'Ukraine. On sait que le général Kellogg n'est a priori pas favorable pour une adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, il va falloir peut-être négocier ce degré de protection de l'OTAN à l'Ukraine dans les prochains jours. Et puis, surtout, on peut l'imaginer, c'est vraiment le contact entre Donald Trump et le Kremlin maintenant, et puis la position de Moscou, qui vont aussi influencer la prochaine étape. Merci beaucoup, merci Karine Houten. On comprend à travers vos explications qu'il reste encore un certain nombre de haies à franchir. Ulysse, Zelensky qui évoque donc les contours d'un cessez-le-feu, dans quel délai et avec quels éventuels intermédiaires? D'abord, il faudra d'abord que Poutine accepte les projets et les initiatives qui font jour aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est une info, le fait qu'il n'ait pas encore réagi d'ailleurs. Bien sûr, de toute façon, les Russes sont prudents. Ils ont dit ce qu'ils n'accepteraient jamais, c'est-à-dire en fait l'OTAN aux portes de la Russie, et encore moins dans l'Ukraine. Donc le plan Zelensky apparaît irréaliste. Et on ne sait pas non plus si Poutine veut négocier. Pour l'instant, apparemment, il n'en a pas du tout l'intention. Il est en train de mettre la pression au maximum sur les Ukrainiens, en bombardant à tout va, en utilisant des armes menaçantes, en faisant du chantage au nucléaire, etc. C'est pas du tout la posture de quelqu'un qui veut négocier. Ce que veut Poutine, c'est que le Donbass reste à l'intérieur de la Fédération de Russie à jamais. C'est dans la Constitution et c'est l'Empire russe qui le reconstitue. Et puis, peut-être 10 ans plus tard, il pourra regagner le contrôle de Kiev, déstabiliser Zelensky s'il est encore au pouvoir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des pistes comme ça qui sont, si vous voulez,
mise à jour, que ça soit avec l'accord de Trump ou pas. On voit bien que l'intérêt, c'est de préparer le moment fatidique où Trump arrivera à la Maison-Blanche et où il dira « la paix, c'est maintenant ». Et donc, il faudra qu'il organise un meeting entre les Russes et les Ukrainiens, pas forcément Zelensky, Poutine au début, mais en tout cas lancer un processus. Un meeting, c'est-à-dire une réunion. Un grand. On a parlé de Yalta, le correspondant à Moscou parlait d'un Yalta. Un sommet. Mais un grand sommet. Ouais. D'abord des négociations avec les experts, les diplomates, les ministres. Et si ça avance bien, avec Poutine et Zelensky et Trump au milieu, qui voudrait bien un jour avoir le prix Nobel de la paix. Mais on n'en est pas là. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période où les deux parties veulent gagner du terrain militairement, et Zelensky, lui, il est en train d'amadouer Trump en lui disant « j'ai bien compris qu'il faut effectivement trouver une solution, cette guerre n'a aucun sens, voilà ce que je propose ». Je veux travailler directement avec lui parce qu'il y a des voix différentes autour de lui, ça ne servirait à rien, ce serait destructeur, nous devons essayer de trouver un nouveau modèle, je veux partager avec lui, avec Trump, des idées et je veux l'entendre. Effectivement, il l'amadoue, il tente de l'amadouer. Il est assez habile à cet égard, parce qu'au lieu de dire il n'est pas question de céder quoi que ce soit à Poutine, il dit, voyez, moi je fais un pas, j'accepte. D'ailleurs, il l'avait déjà dit à propos de la Crimée, vous savez, au début de la guerre, qu'il y avait eu une tentative de négociation qui avait été finalement complètement anéantie sur la pression d'ailleurs des Britanniques à l'époque. Et néanmoins, il y avait une idée qui consistait à dire, on réglera le sort de la Crimée plus tard et on essaye de faire un cessez-le-feu maintenant. Ça n'avait pas marché et là, il relance une autre idée. Antoine Arjakovski. Oui, je dois réagir, cher Ulysse. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le plan de Zelensky soit irréaliste. Je crois que ce qui est irréaliste, c'est au contraire la politique qui a prévalu jusqu'à présent, qui a été une politique de l'apaisement des États-Unis, du monde européen, de donner toujours trop tard des armes à l'Ukraine, et ce qui fait que la Russie s'est renforcée au fil des années. Ce qui est réaliste, au contraire, c'est de prendre en compte le fait que le président Trump veut changer de politique, qu'il a nommé justement le général Kellogg pour changer de politique, et que au Sénat, il y a quand même une majorité favorable à l'Ukraine, et notamment quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle Mike McCaul, qui est le responsable pour les affaires étrangères au Sénat du côté des Républicains. Et Mike McCaul, c'est exactement sa politique, de faire la paix par la force, de sortir de la politique de l'apaisement. Il a pris ces derniers mois, notamment à une conférence de l'Atlantic Council, le temps d'expliquer que la politique de Biden de l'apaisement n'avait mené à rien et qu'il faut aujourd'hui donner des armes. C'est ce que fait l'administration avec les attaques à Metz, de augmenter les sanctions vis-à-vis de la Russie. C'est ce que fait l'administration précisément en taxant pour la première fois Gazprom Bank, et on voit que le rouble du coup dégringole, et troisièmement de saisir les biens de la Banque centrale russe. Donc c'est réaliste au contraire que d'aller dans cette logique de Mike McCaul, que de dire là c'est par la force et pas je m'arrête là-dessus justement. Ce qui apparaît irréaliste, c'est que Poutine accepte qu'il y ait des forces de l'OTAN pour assurer la sécurité de l'Ukraine à l'intérieur de l'Ukraine. Aujourd'hui ça paraît réaliste. Si ça se produit, c'est pas en pourquoi se focalisant sur Poutine qu'on va trouver une solution. Poutine, c'est la source du chaos. Donc, Et peut-être il faut décrypter, ça veut dire quoi, l'OTAN pour les Russes aujourd'hui, parce que, à mon avis... C'est ce que j'allais vous poser comme question, côté russe alors. À mon avis, qui est né l'année 72, j'attends cette chanson, l'approchement d'OTAN à la frontière russe à partir de l'année 73. Et c'est une chanson, c'est un grand bouton rouge dans la mentalité des Russes qui est, à mon avis, très imaginable. Si je demande, je parle chaque jour avec des gens de ma région, c'est Tchelabisk, c'est 2000 km de Moscou. Mais l'approchement de l'OTAN à la Russie, ça veut dire quoi? Ah, ça nous fait peur. Mais ça vous fait peur, pourquoi? Est-ce que l'OTAN a déjà essayé de s'approcher aux frontières russes? Ah non, mais je me souviens pas du tout. C'était quand, mais c'était promis. Et je dirais, c'est une peur comme peur des extraterrestres, je sais pas, des chiens, de quelque chose qui est toujours très utile pour ces pays, pour cette peur. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut résister. Je suis totalement d'accord avec M. Arjakovski parce que jusqu'à toujours, l'OTAN n'a fait rien pour la Russie, tandis que Poutine, je vous rappelle qu'à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, 25 ans, la Russie a perdu 9 millions de personnes en raison de politique de Poutine. Paul Gogo, la paix par la force, pour reprendre l'expression, celle qui semble être privilégiée par Trump, côté russe. Oui, d'ailleurs c'est pour ça que côté russe, depuis le début, depuis l'élection de Donald Trump, on reste assez vigilant, parce qu'on sait que ça peut mener à tout et son contraire.
dont le contraire en question, la paix par la force, qui ne serait pas forcément à l'avantage de Moscou. C'est certain que l'OTAN, c'est un des ennemis communs en fait de la société russe, qui a un rôle dans la politique interne du pays, tout comme les nazis ukrainiens, tout comme d'autres fantasmes qu'on peut mettre en avant. Mais la Russie arrive à mettre ce sujet-là sur la table régulièrement parce que ça correspond quand même, du point de vue du Kremlin, à besoin de sécurité de leur pays. En Europe, vous discutez tout le temps de votre architecture de sécurité. Nous aussi, on doit pouvoir en discuter. Et on ne veut pas de l'OTAN à nos frontières. En gros, c'est comme ça que les choses sont expliquées, avec à chaque fois le fait, c'est à chaque fois balayer le côté pourquoi nos voisins rejoignent l'OTAN, parce qu'en fait, ils ne sont pas attirés par le modèle russe et puis qu'ils sont effrayés par la Russie, donc ils ressentent un besoin de se protéger de la Russie. Donc, il y a cette situation-là qui fait que... Mais qu'est-ce qui forcerait aujourd'hui Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu? Il est gagnant, il grignote chaque jour plus de territoire. Oui, mais... Pourquoi signait-il un cessez-le-feu aujourd'hui? Mais parce que comme ça, il aurait la main sur le Donbass et la Crimée. Plutôt que la paix par la force, je crois que ce que veut Trump, c'est forcer la paix. Merci. Donc, quels seront les moyens de pression sur Trump? Il a des moyens sur l'Ukraine, c'est en terminer avec les livraisons d'armes. Pour Poutine, ça reste encore à voir ce qu'il peut faire pour le contraindre à s'asseoir à une table de négociation. Merci à tous les quatre. On poursuivra cette discussion évidemment dans la deuxième heure de Newsbox. D'abord, la direction la Bretagne, parce que cela fait maintenant 5 jours que Morgane, 13 ans, a disparu à Pabu, dans les Côtes d'Armor. Lola Baye, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV. D'abord, pouvez-vous nous rappeler les circonstances de cette disparition, qualifiée d'inquiétante par le procureur? Ah pardon. Alors, on va retrouver Lola Baye dans quelques instants. Un détour par la Roumanie, puisque nous parlions à l'instant de l'Ukraine et de ce qui se passe aussi aux portes de l'Ukraine, et notamment en Roumanie. Bonsoir Igor Saïri. Nous étions déjà avec vous hier soir. Vous nous expliquiez que l'un des candidats à la présidentielle qui s'est qualifié pour le second tour, par surprise, un homme d'ultra-droite admirateur de Poutine, avait aussi beaucoup d'opposants. Vous étiez d'ailleurs dans une manifestation d'opposants hier soir. Là, aujourd'hui, vous avez rencontré des partisans de cet homme, de ce pro-russe. Oui, absolument, à Tulsa. C'est à environ 3h30 au nord-est de Bucarest et à peine 40 km de la frontière avec l'Ukraine. Et c'est même à 2 heures seulement, 2-3 heures seulement d'Odessa. Et les habitants là-bas ont entendu pendant plus de 2 ans les bombardements frapper la ville d'Odessa quand il y en avait. Et ces gens-là, effectivement, ont voté pour plus d'un tiers pour ce candidat populiste, Kalin Georgescu, lors du premier tour de l'élection présidentielle. Et ils ont voté pour lui, notamment Aline, cet homme que j'ai rencontré, parce qu'il considère qu'il va mieux représenter les intérêts des Roumains à l'international, au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau national. Il considère que les politiciens de la Roumanie, depuis 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin et depuis que la Roumanie est une démocratie, eh bien, représentent mal les intérêts de la population, que c'est une classe politique amateur qui est gangrénée à tous les étages par la corruption, que l'éducation ne fait pas son boulot, que la justice ne fait pas son boulot, et que donc cet homme qui est anti-système, qui est ultra-nationaliste, eh bien, présenterait un meilleur intérêt pour la Roumanie. J'ai rencontré également un candidat aux législatives qui représente le parti qui soutient Kalin Georgescu demain aux législatives. Eh bien, il est persuadé que ces législatives vont permettre à ce candidat de l'emporter au second tour de la présidentielle qui se déroule dans une semaine, que cela va être un raz-de-marée et que ce sera beaucoup mieux, encore une fois, pour ce pays, la Roumanie, que les fonds européens seront bien mieux utilisés ici en Roumanie et que ce pays sera mieux protégé par la menace russe, parce qu'il y a une menace russe à ses yeux. Eh bien, avec ce candidat-là, la Roumanie pourra être mieux protégée et mieux défendre ses intérêts auprès de l'Europe. Merci Igor. Ulysse, doit-on s'inquiéter de ce qui se passe actuellement en Roumanie, pays membre de l'Union européenne, aux portes de l'Ukraine, qui va bientôt peut-être être dirigé par un homme d'ultra-droite, pro-russe, admirateur même de Vladimir Poutine? C'est un vrai test et c'est aussi un rappel de ce que la guerre ne se fait pas uniquement par les armes, mais aussi par
par toutes sortes de moyens, notamment la désinformation, les fake news et parfois par les élections que les partisans de Poutine pourraient remporter. Et c'est sans doute le risque majeur pour l'Europe demain, c'est la désunion face à la position claire sur l'Ukraine. S'il y avait un pro-russe à la tête de la Roumanie, imaginez les discussions à Bruxelles. Et puis la Roumanie, c'est aussi le pays où a été scellé l'accord sur l'OTAN et qui a demandé aux Ukrainiens d'abandonner l'arme atomique pour justement permettre de trouver des solutions pour l'avenir. Si la Roumanie bascule chez Poutine, si j'ose dire, c'est un changement stratégique profond qui aura des conséquences très graves. Donc le résultat est extrêmement important et on verra ce qu'il est demain soir. Et si cela se concrétise, comment interpréter les choses? C'est-à-dire que Poutine aurait des relais au sein même de l'Union européenne à travers ce dirigeant roumain? Il y a toujours cette obsession de toute façon en Russie d'essayer de miner les efforts de cohésion de l'Union européenne, d'essayer de diviser la société. Moi, je trouve ça assez symbolique parce qu'il y a quelques années, j'avais assisté à des manifestations en Moldavie dans lesquelles, justement, on prenait exemple. Donc, on voyait déjà que la Russie avait des influences sur ces élections et on prenait l'exemple de la Roumanie en disant, mais regardez, en Roumanie, ils ont accédé à l'Europe et puis ça leur a permis d'avoir des jugements corrompus, d'avoir plus d'outils pour combattre la corruption. Et donc en fait, à divers degrés, comme ça, l'Union européenne était un exemple de plus en plus important selon les pays. Mais l'autre face de ces pays-là, c'est qu'effectivement, la Russie a des moyens, et pas seulement financiers, idéologiques, mais donc basés sur la désinformation, pour essayer de convaincre les gens et de déstabiliser ces pays. Donc c'est un travail de sape, c'est un travail qui est très puissant, très fort, qui existe dans de très nombreux pays, et en France aussi, et qui est évidemment beaucoup plus discret que les bombes, mais parfois, on peut le voir, ça peut être efficace. Et c'est toujours dur d'ailleurs à expliquer, à raconter, parce que ce candidat, il ne sera pas forcément élu parce qu'il est corrompu ou parce qu'il a été financé ou sa campagne a été truquée. En fait, ce sont des gens qui arrivent aussi à parler à une partie de la société qui a des raisons internes parfois de vouloir changer de politique. Donc les choses sont toujours très complexes. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir accepté l'invitation de Newsbox.